Bonjour et bienvenue dans le Carnet d'Or, le magazine littéraire de France Culture en public et en direct aujourd'hui de la Fnac Montparnasse à Paris. Le principe, vous le connaissez, 3 auteurs autour d'un thème, d'une affinité, d'un enjeu d'écriture pour écrire avec leur voix une page de ce carnet sonore. Bonjour Amélie Nothomb. Bonjour. Bonjour Patrick Rouggiers. Bonjour. Et bonjour Franck Andrea. Bonjour. Amélie Nothomb, on a beaucoup parlé évidemment de votre nouveau roman Barbe Bleue, votre 21e bébé, comme vous dites, variation moderne, décalée sur le conte de Perrault. Mais il faudra peut-être insister sur la nationalité de votre héroïne, Saturnine, qui clame haut et fort son identité belge tout au long du roman. Ça ne pouvait pas être innocent. Patrick Rouggiers, en plus d'être belge, la Belgique, c'est l'un de vos tropismes littéraires, comme en témoigne cet incroyable dernier roman, Le Bonheur des Belges, épopée surréaliste aux allures d'encyclopédie où un gamin de 11 ans traverse toute l'histoire du plat pays, croisant sur son chemin Tintin, Bruegel et Jacques Brel notamment. Enfin, Franck Andrea, vous êtes en quelque sorte le plus belge des trois, puisque Bart chez les Flamands est le seul livre qui nous vient d'une maison d'édition belge. C'est un drôle de road trip qui joue de politique fiction et d'autodérision, où un nationaliste wallon, quelque peu obtus, découvre ce qu'est devenu la Flandre en 2030. Patrick Rouggiers, je me tourne vers vous. Si j'ai bien compris, il y a un prétexte en fait à ce livre qui s'appelle donc Le Bonheur des Belges. C'est un autre livre fondateur, Le Chagrin des Belges de Hugo Claus, dont vous écrivez un peu le contrepoint, c'est ça ? Mais l'idée, c'était au fond que mon héros, qui a 11 ans, c'est-à-dire en fait l'âge que j'avais moi-même en 1958, au moment où la Belgique était unie, heureuse et prospère et le centre du monde avec cette fameuse exposition internationale et universelle, et où 40 millions de gens sont venus dans ce petit pays, eh bien ce petit pays-là croyait à son bonheur. Il y a 30 ans que j'ai quitté ce pays, et en réalité, la Belgique me hante. La Belgique m'obsède, elle est devenue vraiment une matière littéraire, elle est devenue un sujet à traiter, et aussi par sa situation actuelle, assez grave d'ailleurs, elle est devenue un grand moment d'actualité. Et en fait, elle constitue le sujet réel de mon livre, puisque mon héros, qui n'a pas de prénom, ce qui est quand même une gageure, et pas de parents, va rencontrer en une journée tous les personnages qui ont fait l'histoire de ce pays, et à peu près vivre tous les événements qui en constituent la mémoire. Est-ce que le livre a aussi vocation à réhabiliter peut-être la Belgique auprès d'un public français, puisque votre livre est publié chez Grasset, dans une maison d'édition française ? Vous savez, la Belgique, c'est un univers, c'est un monde qui contient le monde. Je pense qu'aussi c'est une œuvre d'art, c'est un pays qui n'existe plus pour moi que si on l'invente. C'est un pays de rêve, c'est le pays des songes. C'est un pays qui est né d'un opéra, ce qui est vrai, d'une opérette. En 1830. Donc c'est une fiction au fond ce pays. Et mon livre raconte la fiction de cette fiction. Alors on est dans une épopée, on est dans une chanson de geste, on est dans une vaste fresque et on est dans une peinture d'histoire. Je pense que le génie des Belges, c'est le génie de leurs peintres, c'est le génie des artistes. Ce sont les artistes qui font ce pays et ce sont les politiques qui le défont. Alors c'est ça l'histoire de mon livre, c'est comment un enfant de 11 ans va vivre, qui n'a pas d'histoire, va faire de l'histoire de ce pays sa propre histoire. Et il n'est pas orphelin, c'est au sens propre l'enfant du pays. Vous étudiez à l'école du Louvre ? Non, j'enseigne à l'école du Louvre. Qu'est-ce qu'une Belge de votre âge peut enseigner à l'école du Louvre ? Vous étiez censé m'inventer. Vous êtes une spécialiste de Knopf. Vous enseignez l'art de Knopf aux Français. L'idée est bonne, j'aime ce peintre. Ne dirait-on pas qu'il a peint votre visage ? Vous exagérez. Non. Vous êtes belle comme une créature de Knopf. Je vous imagine pourvue d'un corps de guépard. J'adorerais que vous me dévoriez. Je ne mange pas n'importe quoi. Voulez-vous m'épouser ? Je pensais que vous n'épousiez pas. Je ferai une exception pour vous. Je vous aime comme je n'ai jamais aimé. Vous avez dû le dire à toutes celles qui m'ont précédé. Je l'ai dit à chaque fois que c'était vrai, mais vous êtes la première que je demande en mariage. Vous saviez que je refuserais. Le risque était faible. Refusez-vous à cause de ma réputation ? Les disparitions de femmes, non. Je refuse parce que je n'ai aucune envie de me marier. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces femmes ? C'est une longue histoire, murmura Don Elemerio d'un air mystérieux. C'est bien la première fois qu'on fait un dialogue pour ce type de lecture. Une longue histoire, Amélie Nothomb. C'est même une histoire ancestrale, archétypale, que ce conte de Charles Perrault, que vous réinvestissez ici. Pourquoi ce Barbe Bleue ? Pourquoi Barbe Bleue plutôt qu'un autre, en réalité ? Je crois que c'est par cette histoire que j'ai découvert le thème du secret, qui pour moi est le grand thème de Barbe Bleue. C'est un stade de l'enfance important, le stade où on doit parvenir à garder le secret. Ça a été pour moi problématique, mais finalement j'y ai réussi. À 13 ans, j'ai lu pour la première fois le conte de Perrault lui-même. Et là, je l'ai lu dans une extrême indignation, parce que je trouvais que Perrault ne traitait pas bien ses personnages.
j'étais frappée par le fait que Barbe-Bleue avait raison, et je lui donnais absolument raison de zigouiller toutes ces bonnes femmes qui avaient honteusement violé son secret, alors qu'il les avait quand même prévenues qu'elles pouvaient aller dans toutes les pièces du château, sauf la fameuse chambre interdite, et elles, toutes, n'avaient rien de plus pressé que d'aller violer le secret de cet homme, qui, franchement, méritait sa vengeance. C'est un assassin, quand même, Amélie. Oui, mais franchement, à 13 ans, j'aurais fait pareil que lui. Donc, j'étais indignée de voir qu'il était maltraité comme ça. Alors, il y a une foule de contes, en fait, dans ce livre. Il n'y a pas seulement Barbe-Bleue, il y a aussi des éléments de peau d'âme. Est-ce qu'il s'agissait pour vous aussi de se confronter à un genre, hein, qui est celui du conte, avec des codes, avec un canevas, avec des clichés, peut-être pour les déconstruire, ces clichés du conte? Il y a une énorme jouissance à se confronter au conte, de toute façon, parce que tout est permis. On n'est plus du tout contraint au vérisme. Bon, notez que mes contraintes de vérisme sont extrêmement vagues quand on lit mes autres livres, mais j'ai quand même l'impression d'une très vague contrainte de vérisme, tandis que dans Barbe-Bleue, je me suis dit, là, tu peux y aller à fond, tout le monde sait que c'est un conte, en plus c'est un conte que tout le monde connaît, donc ne te sens plus contrainte à rien. Et c'est comme ça que je me suis autorisé des vrais fantasmes tels que l'explosion des parents. Qui n'a jamais voulu faire exploser ses parents? Eh bien ici, je règle le rêve, le fantasme de l'explosion des parents à de l'engrais pour les rosiers. Franck Andria, dès le titre de votre roman Barthes chez les Flamands, il y a la promesse, là aussi, d'une exploration d'une partie de la Belgique. Une partie de la Belgique, à la fois la Flandre, qui en 2030, je vous l'annonce, sera indépendante et sera une république, et le reste de la Belgique, la Wallonie-Bruxelles. On aura gardé un petit royaume où on aura Mathilde et Philippe comme rois. On parle beaucoup d'eux pour le moment. Et donc, dans ce texte, qui est évidemment une pure fiction, un pur délire aussi, celui qui m'a inspiré le texte, c'est le nationaliste flamand Bart de Wever, qui a tous les succès électoraux qu'on sait aujourd'hui en Flandre et qui met la Belgique en danger. Et j'ai imaginé un Bart wallon en 2030. Il s'appelle en fait Barthélemy Lecoq. Il est président d'un parti qui s'appelle la NWA, donc rien à voir avec la NVA de Bart de Wever aujourd'hui, c'est la Nouvelle Wallonie. Et il refusera d'aider les Flamands qui, en 2030, d'après mon livre, seront devenus pauvres. C'est donc en fait de la politique fiction que vous faites quelque part avec ce livre. C'est tout à fait de la politique fiction. D'ailleurs, je ne suis pas vraiment gentil avec la Wallonie dans le livre non plus, dans la mesure où elle s'en tire, parce qu'on découvre de l'or dans son sous-sol, ce qui n'est peut-être pas très, très gentil pour eux. Mais donc, l'idée, c'est que, et ça c'est quelque chose qui est profondément ancré dans les livres que j'écris, c'est que quand on se sépare de l'autre, on s'appauvrit toujours. Et donc la Flandre, en 2030, d'après mon livre, s'est isolée, et à cause de cet isolement, elle est devenue pauvre parce qu'elle a perdu tout crédit au niveau international. Et elle s'enfonce économiquement petit à petit. Et donc, il y a, en fait, c'est une espèce de fiction en miroir inversé, parce que j'ai raconté ce que mon Barthes raconte, c'est un petit peu ce que les Flamands racontent de nous aujourd'hui, et racontent des francophones et des Bruxellois et des Wallons. Et donc, j'ai voulu me dire jusqu'où on pourra aller plus loin encore par rapport à cette réalité, et jusqu'où on pourrait quasiment, Patrick Regis parlait de surréalisme, parler de cette Belgique qui existe sans exister. Vous étiez déjà plongé dans ce genre, dans ce mode d'écriture que le roman d'anticipation? Alors non, c'est la première fois. J'ai publié l'année passée un livre qui a un titre très belge, qui s'appelle L'Arbre à frites, à la Renaissance du livre aussi. Et là, c'est une histoire de la Belgique qui commence en 1870 et qui termine en 2053. Et donc c'est une histoire de la Belgique vue par quelqu'un qui vit au Congo et donc qui peut raconter à travers un peu comme dans Patrick Regis, c'est un voyage dans l'histoire et dans le temps, et qui raconte ce périple de quelque chose de tout à fait étonnant. Et ce livre, si je l'ai écrit, c'est à cause de Gabriel Garcia Marquez, qui, dans 100 ans de solitude, en parlant d'un de ses personnages tout à fait secondaires, dit à un moment, il l'envoya terminer ses études à Bruxelles. Et je me dis, il fait quoi à Bruxelles? Et je l'ai inventé dans cet arbre à frites. Et pourquoi l'arbre à frites? Parce qu'il y a un Belge qui va au Congo, qui crée une friterie autour d'un baobab, et ça devient le centre du village. Donc vous voyez, il n'y a qu'un Belge qui peut créer une histoire pareille.